été quand même assez frustrés puisque on s'est aperçu que certes la contraction longitudinale était quelque chose qui était relativement fiable, au point aujourd'hui d'appliquer de façon routinière chez nos patients. Mais malheureusement, les contractions circonférentielles et radiales sont-elles complètement décevantes puisqu'on a des écarts types qui sont juste incroyables. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous avions anticipé. Alors que nous pensions que ces composantes, contraction radiale et circonférentielle, étaient des éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer pour faire des diagnostics également précis de certaines pathologies. On l'a compris un peu plus tardivement, et laissez-moi vous l'expliquer ici sur cette diapositive. Ce qui se passe en fait, quand le cœur se contracte de façon longitudinale, il raccourcit son grand axe, bien évidemment, entre la diastole et la systole. Eh bien, à l'opposé du plan de couple échocardiographique qui va rester fixe, l'analyse de la tranche de myocarde qui permet le calcul et l'extrapolation des composantes radiales et circonférentielles va quitter le plan de couple, vous voyez, entre la diastole et la systole. Parce que, vous le savez, ce n'est pas l'apex qui bouge, mais la zone basale. Eh bien, au moment de la contraction, il va y avoir un phénomène que l'on appelle un phénomène de sortie de couple, du plan de couple échocardiographique. Donc, les petits points mouchetés échocardiographiques qui étaient présents dans la coupe en diastole, eh bien, ne sont plus présents en systole. Et forcément, il y a une perte d'information. Et à partir de là, bien évidemment, on ne peut plus calculer les contractions radiales ou circonférentielles. Alors, il faut savoir que plus le ventricule gauche est altéré, plus la contraction longitudinale est altérée, et bien meilleur finalement sera le calcul des contractions radiales et circonférentielles, puisqu'il n'y aura quasiment pas de mouvement longitudinal. Alors que va nous apporter l'échographie tridimensionnelle? Eh bien, là encore, basé sur l'exploitation des logiciels qui sont à disposition, automatiquement l'épicard devra être reconnu, donc sera délimitée la zone d'analyse, non plus des pixels, c'est-à-dire des points dans un plan de couple, mais des voxels, c'est-à-dire une unité de volume dans un volume myocardique, et cela permettra eh bien, une représentation de la contraction longitudinale tout d'abord, mais également la contraction circonférentielle et la contraction radiale au cours du temps, en fonction des segments et de façon relativement précise. En 2012, on publiait les éléments initiaux de la validité de cet outil en termes de reproductibilité, et on voyait effectivement que les déformations, toutes déformations confondues, longitudinales, circonférentielles, radiales ou de surface, étaient inférieures à 10%, ce qui est un haut niveau de fiabilité pour la technique. Il n'y avait pas tant de différence que ça entre un novice et un expert. Mais, parce qu'il y avait un mais qui fait qu'aujourd'hui on est quand même, et on reste assez prudent sur l'utilisation de cette technique, eh bien c'est qu'il y avait une différence entre l'analyse des déformations bidimensionnelles et l'analyse des déformations tridimensionnelles pour un même patient ou un même sujet pathologique. Et ça c'est quand même un point qui est un peu limitant dans l'utilisation aujourd'hui tout azimut de l'échographie tridimensionnelle dans l'analyse des déformations tridimensionnelles. Il me reste quelques secondes, et en fait, les quelques secondes sont vraiment très importantes, parce qu'aujourd'hui s'ouvre une autre ère. On a effectivement discuté de l'analyse des déformations. Que fait-on quand on analyse des déformations avec la technique aujourd'hui? Eh bien, on imagine qu'on a cette masse volumique, cette unité volumique sur laquelle on va appliquer des contraintes qui vont faire qu'il y aura une déformation radiale et une déformation circonférentielle. Mais en fait, ça ne représente que de façon partielle la mécanique cardiaque. Parce que pour arriver à la déformation réelle physiologique de l'unité volumique myocardique, il faut deux autres composantes dans deux autres axes différents qui sont des composantes de cisaillement. Et en fait, il s'agit simplement de donner de l'angulation à la matière qui va être déformée dans le sens des fibres. Donc deux étapes sont réalisées, et aujourd'hui l'analyse des déformations ne s'intéresse qu'à cette première étape. Donc vous voyez qu'il y a un écueil puisqu'on omet toutes les forces de cisaillement appliquées au volume. Et c'est vrai qu'il faut être vraiment interpellé par ces notions-là, notamment quand on fait de l'analyse de déformation longitudinale. Eh bien, vous voyez qu'on va s'intéresser de façon mathématique à un axe longitudinal du ventricule gauche, alors qu'il n'existe pas d'orientation de fibres qui soit véritablement longitudinale. Les fibres myocardiques sont obliques, au mieux obliques à 30-40 degrés et jamais à 90 degrés. Donc vous voyez que quelque part il y a une discordance entre la cible de ce que l'on souhaite analyser, la fibre, et finalement la technique que l'on a. Et la nouveauté, finalement, grâce à l'échographie tridimensionnelle, c'est le fait de pouvoir suivre chaque unité volumique dans le sens de la fibre et dans le sens de sa déformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très innovant.
Et on se sépare complètement de la réflexion paradigme initial de l'analyse des contractions longitudinales pour aller chercher la déformation principale dans le sens de la fibre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très innovant, avec juste 2 papiers qui ont été publiés dans la littérature. Il faut savoir que ça fonctionne. En tout cas, il y a 2 constructeurs qui autorisent ce type de calcul. Et sur les 2 papiers qui ont été publiés, je vais vous ne citer que celui qui va nous intéresser, parce que dans ces 2 papiers, il y a un papier sur les athlètes. Ce qui est quand même assez exceptionnel que d'emblée, finalement, l'application ait été ciblée sur les athlètes de haut niveau. Alors juste regardez-y, il s'agit de ma dernière diapositive, alors qu'il n'y a que peu de différence entre les composantes classiques de déformation circonférentielle, radiale et autres. Quand on s'intéresse ici aux nouvelles mesures qui sont la déformation principale et la déformation secondaire, donc principale dans l'axe de la fibre, secondaire perpendiculaire à l'axe de la fibre. Certes, il n'y a pas de différence en matière de déformation principale, mais regardez la perpendiculaire et on va être véritablement très sensible entre des sujets contrôle et des sujets porteurs, alors porteurs non, ici des athlètes de haut niveau avec une valve tricuspide et ici des athlètes de haut niveau avec une valve aortique bicuspide. Et vous voyez donc des différences très marquées en matière de contraction perpendiculaire à l'axe de déformation de la fibre. Donc véritablement ici, on a sûrement quelque chose qui nous apportera beaucoup dans le futur. J'en ai terminé avec cette diapositive de conclusion. Donc oui, la technique tridimensionnelle est à disposition, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas l'exploitation uniquement de la représentation d'une la visualisation tridimensionnelle, mais le 3D doit permettre l'augmentation de la fiabilité des mesures, la réduction du temps d'examen par l'automatisation de ces analyses, et l'accès à de nouveaux paramètres morphologiques et fonctionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Stéphane pour ce très brillant exposé, très intéressant. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure et donc on va donner la parole au Dr Frédéric Schnell concernant l'IRM de stress. Donc quelle est la place en cardiologie du sport? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour parler de ce thème, l'IRM de stress chez le sportif. Donc pour commencer, pour situer un petit peu la question, alors quelle est la place de l'IRM de stress déjà en cardiologie? On voit bien que ce n'est pas l'examen qu'on va utiliser en première intention en cardiologie, puisqu'on a beaucoup d'examens de stress à notre disposition, que ce soit le test d'effort, la VO2, l'échographie cardiaque d'effort, la scintigraphie. Et puis l'IRM de stress, c'est quand même moins développé, que la percentile, c'est des choses qu'on peut utiliser, mais l'IRM de stress, à ma connaissance, l'IRM d'effort, ça ne se fait pas encore en France. Donc, d'emblée, la réponse, c'est la place est limitée pour le moment. Alors, 2 diapos sur l'IRM de stress pharmacologique. Donc à quoi sert l'IRM de stress pharmacologique? Ça sert à dépister l'ischémie myocardique. Et puis l'intérêt de combiner ça avec l'IRM, c'est qu'on peut avoir donc des renseignements sur la viabilité via l'étude du rehaussement tardif. Donc en un examen, on aura des réponses sur viabilité, ischémie et ce qui est comparable en termes de sensibilité et spécificité à ce qui a été démontré dans la scintigraphie myocardique. Des études ont démontré que ça avait une bonne valeur prédictive. Donc l'IRM de stress est intéressant. On peut nous montrer donc chez un sujet, là je ne suis pas forcément chez le sportif, mais ce n'est pas exclu qu'on peut utiliser le sportif avec. Soit un sujet normal avec donc une perfusion normale et pas de rehaussement tardif, soit un sujet avec une perfusion anormale, pas de rehaussement tardif et pas de séquelles d'infarctus, ou bien déterminer un sujet qui a déjà fait un infarctus. Néanmoins, si on s'intéresse vraiment à la question est-ce que c'est pertinent chez l'athlète, la réponse est qu'on aime quand même mieux classiquement des choses physiologiques que des choses pharmacologiques. On préfère l'échographie d'effort à l'échographie à la dobutamine chez l'athlète. Donc là encore, on aurait plus envie de leur faire faire un exercice physique plutôt que de leur injecter un médicament. Donc c'est des choses qui se font pas encore en France.
Comme vous le savez, l'IRM c'est vraiment validé pour la mesure des volumes et pour les fonctions au repos. Je vous ai mis comme référence bibliographique uniquement des données un petit peu plus nouvelles sur l'intérêt de regarder les oreillettes en IRM. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire une IRM à l'effort? C'est ce que vous voyez donc sur la diapositive. Hein. Le sujet il pédale avec un vélo allongé, un vélo amagnétique, et puis on va acquérir des images en temps réel qui vont nous permettre d'avoir une évaluation de la fonction et des volumes. Donc c'est des choses qui sont déjà publiées, mais uniquement dans un seul groupe en Belgique. Juste quelques détails sur la technique. La technique en soi, elle est facile. On fait que filmer le ventricule en temps réel, non synchronisé à l'ECG. Mais ensuite, ce qui est compliqué, c'est de recaler les images, de ne pas se tromper, puisque je vous ai montré qu'on faisait des petits axes et des caves. Pour les petits axes, évidemment, comme on va respirer et que l'acquisition n'est pas simultanée sur tous les niveaux de coupe, il va falloir recaler sur la respiration et sur la fréquence cardiaque. Et donc, l'intérêt de la technique, c'est qu'on peut délimiter, avec le logiciel donc, développé à Louvain, on peut délimiter, on fait le contour du ventricule gauche et du ventricule droit en petits axes, et on a de manière simultanée la superposition au niveau de la coupe 4K pour voir si on n'a pas fait trop d'erreurs dans la délimitation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au niveau du ventricule gauche, tout aussi facilement au niveau du ventricule droit, et tout aussi facilement au niveau des RLE. Alors, est-ce que c'est utile chez le sportif? Toutes les études, en gros, qui ont été faites donc, à Louvain, s'intéressaient beaucoup à l'athlète, et donc quasiment toutes les études ont comporté des groupes d'athlètes dans leur population. Donc la première étude dont je vais vous parler, c'est la première, c'est l'outil de validation.